la FNAB, on travaille, on a plusieurs missions, notamment celle de travailler sur la réglementation et les politiques publiques. Et moi, je suis particulièrement en charge du suivi de la réglementation sur les OGM, qui est donc une réglementation européenne. Et à ce titre, j'accompagne Daniel Evin, donc, qui est un agriculteur, qui est notre référent au niveau national sur les OGM. Voilà, donc moi je suis en charge de l'accompagner dans ce travail. Et du coup, je suis là pour vous parler ce soir de la déréglementation qui est en cours des nouveaux OGM, ou des OGM issus des nouvelles techniques génomiques. Ces nouvelles techniques génomiques, c'est l'acronyme NTG que vous voyez là et que je vais utiliser ce soir. Voilà, donc merci pour l'invitation, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais déjà commencer par un petit quiz pour savoir un peu si vous êtes déjà au fait de ce que sont les OGM, s'il y en a autour de nous, et si vous connaissez un petit peu déjà la réglementation qui les concerne. Ensuite, je vous passerai une petite vidéo qui récapitule l'ensemble, une vidéo qui a été réalisée par InfoGM. Donc, Guy en a déjà parlé et du coup, je vous parlerai plusieurs fois ce soir d'InfoGM, qui est donc un journal qui fait de la veille et qui informe sur l'actualité des OGM. Donc, leur travail est très précieux. N'hésitez pas à consulter leur site ou alors à vous abonner à leur journal. Et ensuite, bien évidemment, je vous parlerai de la déréglementation en cours au niveau européen. Voilà. Mais avant ça, du coup, un petit quiz pour savoir si vous connaissez bien les OGM. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en France, des OGM transgéniques, donc ceux dont nous a parlé Geoffroy, qui sont apparus aux alentours des années 90, est-ce que ces OGM transgéniques sont cultivés aujourd'hui en France ? Ah, non ? Oui. En recherche peut-être. Alors, en recherche, exactement, mais sinon, à la culture non confinée, la réponse est non, en effet. Et du coup, est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi on n'en cultive pas ? Alors, oui, la réponse que j'attends se rapproche un petit peu, madame. En effet, donc, allez-y. Ouais. Et du coup, c'est interdit, en effet. En France, il y a un moratoire qui interdit la culture du maïs Mont 810 sur le territoire, en effet. Donc ça, c'est pour la France. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est en Europe ? Est-ce qu'on a des OGM qui sont cultivés en Europe aujourd'hui ? C'est pratique, on peut aller chercher des semences en Espagne pour le faire en France. Alors, oui, non. Oui, il y en a, oui. Oui, il y en a, en effet, j'entends l'Espagne. En effet. Je vous ai mis ici, juste après, une petite... juste avant, le seul maïs qui est autorisé en France, donc c'est ce maïs en France, excusez-moi, en Europe, au niveau européen, c'est ce maïs Mont 810. En France et dans d'autres pays que vous avez ici en bleu, la culture, elle est interdite. Cette carte, elle date un petit peu. C'est InfoGM qui l'avait publiée en 2016. Aujourd'hui, enfin en tout cas en 2021, les derniers chiffres montrent qu'il y a seulement 2 pays qui autorisent la culture de ce maïs Mont 810 sur leur territoire. C'est l'Espagne et le Portugal. Il y a à peu près une centaine de milliers d'hectares sur ces 2 pays. Voilà. Et dans les autres pays, notamment ceux qui sont en bleu, comme je vous ai dit, la carte, elle date un petit peu. Les pays ont adopté, comme en France, un moratoire pour interdire la culture. Voilà. Donc, aujourd'hui, la culture de ce maïs transgénique, elle est autorisée au niveau de l'Union européenne et seulement 2 pays la cultivent, l'Espagne et le Portugal. Ok, donc on ne produit pas d'OGM transgéniques en France, mais... on en importe, en effet. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai entendu. En effet, on l'importe. Est-ce que vous savez à quoi est-ce que sont principalement destinées les plantes transgéniques importées ?
Alors, alimentation animale, mais vous êtes absolument excellente. Effectivement, l'alimentation animale, c'est le premier usage des OGM qui sont importés, donc principalement du soja et du coup, oui, sur l'ensemble des plantes transgéniques qui sont importées dans l'Union européenne, 80% d'entre elles sont destinées à l'alimentation animale. Donc c'est vraiment le gros contingent qui est destiné à l'alimentation animale. Ensuite, est-ce que vous avez une autre idée? Du coton, oui, tout à fait. C'était ma troisième, c'est la troisième, donc je ne dévoile pas tout de suite. Il y a une autre utilisation, en effet. Énergétique, allez-y, creusez un petit peu. Oui, tout à fait, exactement. Pour faire des agrocarburants, donc principalement du colza. Il y a notamment, enfin je ne sais plus avec qui j'en ai parlé avant de commencer, excusez-moi, il y a un reportage qui a été réalisé par Hugo Clément sur France 5 pour justement dénoncer ces importations de colza transgénique qui transite par le port du Havre, si je ne m'abuse, et qui du coup, par l'effet de contamination, notamment aérienne, incontrôlée, on retrouve dans les environs des colzas transgéniques issus des cargos en provenance d'Amérique du Nord notamment. Et du coup, le coton, en effet, comme vous l'avez mentionné. Et dernière question, est-ce que vous connaissez le nom des 4 principaux semenciers, des multinationales semencières au niveau mondial? Il y en a qui sont plus connus que d'autres. Alors, Syngenta, tout à fait. Bayer. Alors, Cargill, a été racheté par Monsanto, qui lui-même a été racheté par Bayer. Donc, Monsanto-Bayer. Alors, attends. Limagrain, en effet, la petite française, tout à fait, mais qui est en fait un gros faiseur au niveau mondial. Oui. Je sais par qui ils ont été rachetés. Je sais pas, c'est pas. Non, je saurais pas, Sanders, à quel groupe ils sont rattachés, mais probablement à l'un de ceux-là. Alors, vous m'avez dit Syngenta, vous m'avez dit Limagrain, il en manque. Monsanto Bayer, on l'a dit, et Dupont et Dow. En effet, tout à fait, c'est ça. Donc, ils sont tous là. Et du coup, est-ce que vous savez, j'imagine que vous savez que les 3 premiers sont aussi les 3 plus gros producteurs de pesticides, en effet, ce qui est plutôt pratique puisque du coup, les plantes transgéniques qui sont du coup modifiées, et pourquoi est-ce qu'on les a modifiées pourquoi est-ce qu'on a modifié leur génome? C'est justement soit pour qu'elles soient résistantes à des herbicides ou alors pour qu'elles produisent elles-mêmes leurs propres insecticides. Voilà. Donc tout ça est tout à fait cohérent. Ok, et c'était le petit quiz d'introduction. Vous êtes super forts et fortes. Maintenant, comme je vous l'ai annoncé, je vous ai préparé une petite vidéo. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est InfoGM qui l'a faite. Petite vidéo qui récapitule en 3 minutes en fait, où on en est des OGM. Du coup, je tente. État des lieux des OGM. Où en est-on vraiment? Vous avez certainement entendu parler des OGM transgéniques. Ces organismes modifiés par l'insertion d'un gène d'une autre espèce pour leur conférer une nouvelle caractéristique. Par exemple, un gène de poisson inséré dans une fraise pour qu'elle ne gèle pas. Ces OGM existent depuis une trentaine d'années et ont été les premiers à être encadrés par la loi. Dans le monde, moins de 1,5% des agriculteurs cultivent de telles variétés, principalement sur le continent américain. Dans l'Union européenne, un seul OGM transgénique est autorisé à la culture. Il est cultivé uniquement en Espagne et au Portugal. La France et ses autres États européens ont interdit sa culture sur leur territoire. Alors, il n'y a quasiment pas d'OGM transgénique en Europe? Non, nous en importons beaucoup. La France importe entre 3,5 et 4 millions de tonnes de soja transgénique par an pour nourrir les animaux d'élevage. Et la majorité de nos textiles sont fabriqués avec du coton transgénique. L'Union européenne impose que les ingrédients transgéniques soient étiquetés, mais cela ne concerne pas les produits issus d'animaux nourris aux OGM, comme la viande, les produits laitiers, les agrocarburants ou les textiles issus d'OGM. Mais l'histoire des OGM ne s'arrête pas là. Retournons en arrière, voulez-vous?
Dès les années 50, d'autres types d'OGM, non transgéniques, étaient cultivés, sans aucun cadre légal. Il s'agissait de plantes mutées, obtenues par mutagénèse aléatoire in vivo, c'est-à-dire sur plantes ou graines entières. Cette technique consiste à exposer des plantes à des rayons ou des produits chimiques afin de les faire muter. Les semenciers analysaient les plantes, ainsi mutées, et gardaient celles présentant un intérêt agronomique. L'Agence internationale de l'énergie atomique a recensé ainsi plusieurs milliers de variétés mutées. Lorsqu'en 1990, l'Europe s'est dotée d'un cadre législatif sur les OGM, le législateur a reconnu que les plantes mutées étaient des OGM, mais les a exemptées des obligations légales. Officiellement, car il a considéré que ces organismes étaient traditionnellement utilisés pour diverses applications dont la sécurité était avérée depuis longtemps. Officieusement, car il aurait été très coûteux d'évaluer a posteriori toutes ces variétés et de mettre en place des protocoles de traçabilité. Ces variétés, déjà sur le marché, n'ont jamais été évaluées et leur absence de risque reste supposée. Depuis, les semenciers ont développé des techniques de mutagénèse in vitro sur des cellules isolées et non plus in vivo, la mutagénèse aléatoire puis la mutagénèse dirigée. Or, les techniques in vitro, mutagénèse, transgénèse entre autres, provoquent inévitablement des effets non désirés qui ne sont pas étudiés. Avec ces nouvelles techniques, les semenciers espéraient pouvoir échapper à la réglementation européenne sur les OGM, en défendant que les nouvelles mutagénèses étaient de même nature que celles exemptées. Mais la Cour de justice de l'Union européenne en a décidé autrement. En 2018, elle a statué que tous les OGM obtenus par les techniques de mutagénèse, apparus ou principalement développés depuis 2001, devraient être des OGM réglementés. Depuis, c'est le branle-bas de combat. Les industriels veulent modifier les dispositions européennes sur les OGM, afin de continuer à invisibiliser ces nouveaux OGM aux paysans et à la société. Pour vous permettre d'agir et de réagir, InfoGM vous informe de l'avancée de ce dossier. Bon bah voilà, tout est dit. Hein. Ah, pardon. Étape. Hop, si c'est ça. Du coup, je vous ai remis un petit résumé. En fait, la vidéo, c'était une introduction. On va vraiment dérouler tous les fils qui ont été présentés en revenant à la fois sur les OGM transgéniques, les OGM, ceux qui sont apparus dans les années 50, dont on nous dit qu'ils ne sont pas étiquetés, donc ce qu'on va appeler les OGM cachés. Et enfin, les nouveaux OGM issus donc des nouvelles techniques de modification génomique, celles qui sont apparues plus récemment. Voilà. Donc, commençons avec la réglementation actuelle et du coup, la réglementation qui vaut encore aujourd'hui et qui encadre l'ensemble des OGM, c'est la directive, donc c'est une directive européenne 2001-18. Cette directive-là, elle nous définit un OGM comme suit, donc un organisme à l'exception des êtres humains. Donc Geoffroy, tu nous présentais tu nous demandais si nous aussi on était des OGM, en effet, mais du coup pas au sens de la directive, on n'aura pas besoin d'étiquetage. Donc un organisme à l'exception des êtres humains dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Donc ça, c'est la définition que je vous ai remise ici. Mais en fait, ce qui est plus intéressant de voir dans cette directive, c'est concrètement qu'est-ce qu'elle impose pour ces variétés OGM. Eh bien, plusieurs choses. Elle impose d'une part l'évaluation des risques avant que la variété soit mise sur le marché, pendant que la variété est mise sur le marché et après. Donc d'avoir un suivi afin de pouvoir suivre les risques et les incidences potentielles de cette variété sur l'homme, donc sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Cette directive, elle impose aussi que pour pouvoir être commercialisée et donc cultivée, cette variété OGM doit être autorisée. Donc là, il y a une procédure qui doit être validée par la Commission européenne et par exemple le Parlement européen a aussi son mot à dire. Tout se passe au niveau européen et une fois que ces procédures d'autorisation aboutissent, la variété peut être commercialisée et du coup cultivée dans les différents États membres. Donc typiquement pour le maïs MON 810 qui est le seul maïs transgénique autorisé à la culture, eh bien, il a dû passer par
par cette procédure et du coup c'est à ce jour le seul OGM qui est autorisé. Par le passé il y en a eu d'autres. Et enfin il y a bien évidemment ce qui nous intéresse nous le plus en tant que consommateurs, consommatrices et puis aussi ce qui intéresse le plus les paysans et les paysannes, l'étiquetage et la traçabilité qui permet de savoir à tout moment si une semence ou un produit fini, je ne sais pas si vous achetez des pâtes par exemple, et bien si c'est issu d'OGM transgéniques ou pas. Donc cette réglementation-là, elle est plutôt protectrice. La question c'est de savoir à qui est-ce qu'elle s'applique. Comme on nous l'a dit dans la petite vidéo, donc cette directive, elle s'applique pour les OGM transgéniques. Donc il y a une liste dans une annexe de la directive, qui liste du coup les techniques qui sont considérées comme des OGM et qui doivent être soumises à cette réglementation-là. Et du coup, ce sont principalement, je vous ai remis là, les petits dessins qui figuraient dans la vidéo, ces variétés qui ont été développées dans les années 90. Mais la directive ne nous dit pas que ça. Elle nous dit aussi que ces exigences donc, de traçabilité, d'étiquetage, d'évaluation, etc., elles ne s'appliquent pas aux OGM qui sont obtenus au moyen de techniques de modification génétique traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Ça, c'est ce qui nous a été montré dans un second temps dans la vidéo, avec notamment une liste de ce qu'on peut appeler familièrement les OGM cachés. Donc la directive les considère comme des OGM, mais par contre elle dit les exigences d'évaluation, d'autorisation et de traçabilité ne s'appliquent pas. Donc en fait, impossibilité de les tracer, de savoir où ils sont, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont cachés. Et ça, du coup, ça concerne principalement les OGM, les OGM mentionnés ici, issus de mutagénèse aléatoire. Voilà, pas de traçabilité, pas d'étiquetage. Et on m'a glissé dans l'oreille qu'il y avait pas mal de maraîchers et de maraîchères dans la salle. Vous pouvez être potentiellement concerné puisque la fusion cellulaire, c'est une technique qui a été assez utilisée notamment pour développer des variétés hybrides de choux, mais pas que. Et du coup, potentiellement, ces variétés-là ne sont donc pas étiquetées ni tracées. C'est pour ça que la FNAB, avec d'autres organisations bio au niveau européen, on organise chaque année une mise à jour d'une liste de variétés non issues de fusion cellulaire pour assurer aux producteurs qu'ils peuvent vraiment faire confiance à ces variétés spécifiques qui ne sont pas issues de ces techniques controversées. Et enfin, la directive, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les nouvelles techniques génomiques ? Et bien, en fait, cette directive, elle ne nous dit rien puisque dans les années 2000, il n'y avait pas encore ces techniques-là sur le marché, elles n'étaient pas encore utilisées, elles sont arrivées après. Donc, comme ça a été indiqué dans la vidéo, il a fallu attendre un cas où des organisations françaises ont porté un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles ont finalement gagné, puisque la Cour de justice de l'Union européenne nous dit que les techniques qui ont été développées depuis l'adoption de la directive et dont les risques pour l'environnement et pour la santé ne peuvent pas être établis avec certitude, doivent être réglementées par la directive. Donc en gros, même traitement pour ces OGM issus de nouvelles techniques que pour les OGM transgéniques. Voilà un peu le résumé. Donc, les variétés transgéniques, ce sont des OGM et ils sont encadrés comme des OGM, donc évalués, autorisés et tracés, étiquetés. Les OGM cachés, ce sont des OGM, mais comme on estime qu'ils sont un peu sûrs, et du coup, on ne les étiquette pas, ni rien. Et enfin, les nouvelles techniques, ce sont des OGM, et en plus, elles doivent être étiquetées et considérées comme telles. Donc, en fait, ça, c'est la réglementation actuelle qui est assez protectrice et assez sûre pour nous. Donc, dans un monde idéal, on se serait arrêté là et on aurait bu un coup en fêtant cela. Mais malheureusement, ces nouvelles techniques sont mises un peu sont remises sur le devant de la scène par
par la Commission européenne et par les industries des biotechnologies qui ne se satisfont absolument pas de cet arrêt de la Cour de justice. Et donc, la Commission européenne a déposé un projet pour modifier la réglementation et du coup créer une réglementation spécifique pour ces nouvelles techniques. L'idée étant de faciliter leur mise sur le marché puisque ce sont des variétés qui, comme à l'époque des OGM transgéniques, vont pouvoir résoudre tous les maux auxquels est confrontée l'agriculture, à savoir le changement climatique, la sécheresse, les maladies, etc., etc. Donc on en est là aujourd'hui. Cette proposition de règlement, elle date de 2023, donc on est en plein dedans. Je vais donc vous présenter ce que contient cette proposition de la Commission européenne. Donc déjà, elle nous liste les techniques considérées, les techniques qui produisent ces NTG, ces végétaux NTG. Donc c'est la mutagénèse ciblée ou la cisgénèse. Donc ce sont les techniques, si vous vous souvenez, on a nos 3 catégories. La Commission européenne nous dit bien que c'est la 3e catégorie. Donc on a un règlement spécial pour cette 3e catégorie qui du coup sera soustraite de la réglementation générale qui vaut pour les OGM transgéniques. Ensuite, le champ d'application, donc c'est à quelles espèces cette nouvelle réglementation est-ce qu'elle s'applique ? Donc elle va s'appliquer à tous les végétaux terrestres, mais aussi à toutes les algues. Donc ça, c'est quelque chose qui semble, qui élargit encore le champ potentiel de cette directive. Et on parlera notamment tout à l'heure des brevets, avec du coup ce sujet des brevets et le fait d'intégrer les algues dans cette réglementation, potentiellement, ça ouvre un nouveau champ potentiel de risque et d'appropriation du vivant. Par contre, les animaux et les micro-organismes, eux, ne sont pas intégrés dans cette directive, ce règlement, excusez-moi. Et du coup, ce règlement, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée 2 catégories de plantes issues de ces nouvelles techniques. Premièrement, les NTG1, donc ça, ce sont les variétés qui sont considérées ou qui seront considérées comme équivalentes à des variétés pour lesquelles on utilise les techniques conventionnelles de sélection. Et la catégorie 2, en gros, c'est tout le reste. Il n'y a pas de détails sur cette 2e catégorie, c'est vraiment tout ce qui n'est pas catégorie 1 et catégorie 2. Et d'après les estimations qui sont faites, la majeure partie des variétés qui sont en cours de développement entreront dans cette première catégorie parce que la réglementation, on va dire, est un peu plus allégée pour cette catégorie 1 que pour la 2e catégorie. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous avoue que moi je suis juriste et pas biologiste ni chimiste, donc je préfère pas rentrer dans le détail. Juste pour information, si certains ou certaines sont un peu plus avisés que moi, cette catégorie-là, NTG1, va du coup concerner des variétés dont on a modifié jusqu'à 20 nucléotides de son ADN. Voilà. D'après InfoGM et les études, les avis de divers scientifiques, potentiellement, ça quand même peut avoir de grandes incidences sur le génome. Il y a une controverse aussi autour de ces 20 nucléotides. C'est qu'en fait, l'ANSES, donc notre autorité sanitaire française, a publié fin 2023, je crois, fin 2023, un avis indiquant que ce chiffre de 20 nucléotides était totalement infondé scientifiquement et que du coup c'était uniquement une décision politique de la Commission européenne en fait, de se baser sur ce nombre-là de modifications génétiques et que ça n'avait aucun fondement scientifique.
alors que bien sûr la Commission européenne met tout le temps en avant le fait qu'elle se base sur la science pour sa réglementation et qu'au contraire ce sont les anti-OGM qui sont anti-science et voilà, donc c'est un peu drôle de voir que le stigmate est renversé. Ensuite sur le contenu, donc si je reprends tout à l'heure les mêmes exigences qu'on avait tout à l'heure dans la réglementation dans la 2001-18 sur les OGM transgéniques, on voit que ce que propose la Commission européenne sur l'évaluation des risques, c'est tout simplement une suppression totale de l'évaluation des risques, donc avant la mise sur le marché, pendant ou même après. Vraiment, là, il n'y a plus aucun suivi, puisque de toute façon, les plantes, elles sont considérées comme équivalentes aux plantes conventionnelles. Donc, en fait, il n'y a pas de problème avec les plantes conventionnelles. Donc, avec celles-ci, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, sur la procédure d'autorisation, là, on passe sur un système de notification. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise de biotechnologie qui va soumettre son dossier, donc c'est un dossier qui est allégé, elle va juste le transmettre à l'un des États membres de l'Union européenne, plus auprès de la Commission européenne, comme c'est le cas actuellement. Et l'État membre a 30 jours pour valider ou pas, enfin en tout cas pour instruire la demande et pour donner sa réponse, ce qui est très peu, et ce qui surtout empêche d'avoir des recours ou des avis contraires. Et du coup, on peut aussi imaginer que les pétitionnaires iront dans les pays plutôt favorables aux OGM plutôt que dans les pays qui sont aujourd'hui défavorables. On verra dans le détail comment se positionnent les différents pays de l'Union européenne. Voilà. Et enfin, sur l'étiquetage et la traçabilité, donc là, aujourd'hui, on a un étiquetage et une traçabilité tout au long de la chaîne, aux différentes étapes, avec une information totale jusque pour les consommateurs. Demain, potentiellement, il y aura uniquement l'information que ces variétés sont NTG1 sur les lots de semences, sur les sachets de semences, pas au-delà. Donc en tant que consommateur, en fait, même pour les transformateurs ou autres, il sera impossible de savoir si les plantes, enfin je sais pas moi, du blé, du maïs ou que sais-je, sera NTG ou pas. La seule information figurera sur les sacs de semences. Voilà. Donc c'est vraiment un grand pas en arrière. D'autres enjeux, je vous ai listés là. Donc pour les agriculteurs et agricultrices bio, la question c'est de savoir est-ce que ces variétés-là elles vont être autorisées en bio. La Commission européenne, après une forte pression du mouvement bio au niveau européen, a finalement reculé et inscrit dans sa proposition de texte que ces variétés-là elles seront interdites en bio, donc que les agriculteurs et agricultrices bio n'auront pas le droit de l'utiliser. Mais on va voir que il n'y a pas que la Commission européenne qui décide. Le Parlement européen, typiquement, les discussions ont été assez vives. Finalement, à une très courte majorité au Parlement européen, il y a aussi eu la validation de cette interdiction. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. On verra comment se prononceront les États membres qui ont aussi leur mot à dire dans le processus. L'étiquetage tout au long de la chaîne. Là, par contre, le Parlement européen et le Conseil des ministres restent sur l'étiquetage uniquement sur les semences. Donc là, on peut plutôt s'attendre à ce que le texte final soit vraiment limité à un étiquetage sur les semences et pas au-delà. Donc vraiment l'impossibilité, l'impossibilité en fait pour les consommateurs de savoir si les produits finis sont issus de ces variétés ou pas. Oui. Les mesures de coexistence également, donc des exemples de mesures de coexistence entre culture OGM et bio, par exemple, ou même l'agriculture conventionnelle. Ça peut être des bandes tampons, des haies, il peut y avoir des zones dédiées à cette culture de NTG ou du coup à la culture bio. Enfin voilà, des exemples de mesures coexistence. Et la réglementation européenne, elle ne propose rien. Elle n'oblige à rien, ce qui veut dire que les voisins conventionnels des agriculteurs bio pourront utiliser ces variétés sans qu'ils aient l'obligation de mettre en place des mesures de coexistence.
ce qui peut impliquer, ce qui impliquera certainement que la charge de la protection, elle incombera aux agriculteurs ou aux agricultrices bio. S'ils souhaitent se protéger d'éventuelles contaminations. Je vous ai mis aussi, ça c'est pour prévenir la contamination, les mesures de coexistence. Si la contamination elle a réellement lieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une indemnisation qui est prévue? Là encore, rien dans le papier, rien n'est prévu. Donc là encore, comme on le voit pour les pesticides aujourd'hui quand il y a des contaminations, le flou artistique va certainement régner pour avoir des indemnisations en cas de contamination. L'un des autres grands enjeux, c'est celui des brevets, donc de l'appropriation clairement du vivant par les multinationales. En gros, l'idée, c'est que puisque les techniques, aujourd'hui dans l'état de la réglementation, les OGM peuvent être brevetables et du coup les plantes issues des techniques OGM peuvent être brevetables. Donc potentiellement, les CNTG, ces variétés obtenues à partir des techniques NTG, pourraient être brevetables. C'est un sujet qui fait grandement débat. La Commission européenne a été alertée mais n'a pas prévu de mesures particulières dans sa proposition de texte. Au Parlement européen, ils ont demandé à ce qu'il y ait un rapport de la Commission européenne qui arrive, mais du coup en 2026 sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'entre l'entrée en vigueur du règlement, qui pourrait avoir lieu cette année ou potentiellement l'année prochaine, et 2026, il ne se passe absolument rien et des brevets pourraient être revendiqués sur ces variétés si elles arrivaient sur le continent européen. Et du coup, concrètement, ça pourrait avoir une incidence sur à la fois la disponibilité de l'alimentation, si toutes ces multinationales peuvent en fait breveter toute l'alimentation. Et aussi, Geoffroy nous parlait des semences paysannes. Si il se trouve que les variétés développées ont des génomes similaires à des variétés paysannes et que donc ces nouvelles variétés sont brevetées, les entreprises pourraient revendiquer et demander aux agriculteurs qui utilisent des semences paysannes de payer des royalties ou d'intenter contre elles des procès en contrefaçon. Voilà. Ça s'est déjà vu en fait avec les OGM transgéniques aux États-Unis notamment. La même chose pourrait arriver concrètement en France et en Europe. Et enfin, le dernier point, c'est que le fameux moratoire dont je vous ai parlé, qui est appliqué en France et dans plein d'autres pays européens, ce moratoire, il ne pourrait plus exister, ou en tout cas il ne pourrait plus être mis en place, puisqu'il est écrit noir sur blanc dans le texte que les États membres n'auront plus le droit, il leur sera interdit d'interdire sur leur territoire ces cultures-là. Voilà, donc il y a vraiment... on parle aujourd'hui de souveraineté alimentaire et en fait, là, on se lie totalement, volontairement les points, la servitude volontaire. Voilà, donc ça, c'était une petite liste des enjeux. Je voulais vous parler brièvement, j'espère pas trop vous endormir, du processus de décision pour le règlement européen. Ça vaut pour ce règlement-là, mais ça vaut en fait pour tous les règlements, c'est la même procédure. Donc à chaque fois, c'est la Commission européenne qui est la seule habilitée à proposer un texte. Donc elle a proposé le sien en juillet 2023, avec du coup un calendrier interinstitutionnel assez serré, puisque derrière ça pousse, les multinationales en question veulent vraiment que le sujet avance rapidement. Donc la première étape, il y a eu depuis juillet un peu plus de 6 mois de discussion au Parlement européen. Et ce Parlement a adopté le 7 février, elle a modifié le texte de la Commission européenne à la marge. Et du coup, ce texte-là a été adopté le 7 février. Ce qui veut dire que le Parlement européen, c'est bon, a déjà validé son texte, a déjà pris une position.
Ce texte, il est très similaire à ce que la Commission européenne a proposé. Il n'y a pas vraiment d'avancées qui vont dans notre sens. Et en parallèle, il y a à peu près eu le même processus de discussion au Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est là où se retrouvent tous les ministres européens. Et ils sont encore en discussion. On attendait un vote également sur leur texte à eux pour le 7 février également. Ils n'ont pas trouvé d'accord à ce moment-là. On reviendra après sur la position de chaque État membre. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Du coup, pour l'instant, là, il y a de grosses tractations entre ces États membres pour essayer d'arriver à avoir un accord au plus vite avant les élections européennes. Parce que, comme ça, avant les élections européennes, ça permettrait d'assurer que les négociations en trilogue, donc les trilogues, c'est une fois que tout le monde a son texte, les trois institutions ont leur texte, elles se retrouvent et elles négocient pour arriver à un seul et même texte. Et du coup, ça, leur objectif, c'est que ces trilogues commencent avant les élections européennes, parce qu'avec les élections européennes, du coup, il va y avoir un délai avant que la nouvelle Commission européenne se mette en place, que les nouveaux eurodéputés soient également en fonction. Donc, en gros, ça risque de ralentir le processus. Et ça convient à personne. Donc, ils mettent vraiment les bouchées doubles. Mais malgré tout, ça bloque au Conseil. La question, c'est est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord sur un texte ? En gros, les dernières chances qu'ils ont, c'est la semaine prochaine et encore la semaine d'après. Début avril, ça semble un petit peu compliqué pour que le calendrier des trilogues là, puisse commencer, sachant qu'avant les élections européennes, le Parlement européen stoppe en général les travaux. Donc c'est pour ça que là, ils sont vraiment sur le fil du rasoir au Conseil pour essayer d'avancer assez rapidement. Et du coup, c'est ces trois institutions-là que, la FNAB, mais pas que, on fait ça avec toutes les autres organisations au niveau national. On est regroupés au sein du collectif Objectif Zéro OGM. Ce sont ces trois institutions-là avec lesquelles on essaie d'avoir des liens pour modifier autant que possible les textes en notre faveur, ce qui fonctionne plus ou moins bien, on va dire. En tout cas, l'industrie en face a l'air d'être plus efficace. Et enfin, je voulais terminer là-dessus, la position des différents États membres. Donc, pour que ça soit clair, le Parlement européen, la position est déjà prise. Ce sont les députés pour lesquels vous allez voter très prochainement, on y reviendra. Là, moi, je vais faire un focus sur le Conseil des ministres, là où il y a les ministres et du coup chaque État membre. Donc, au sein de ce Conseil de l'Union européenne, la règle pour qu'un texte soit approuvé, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une majorité qualifiée. Donc 55% des États, donc ça représente 15 États sur les 27 membres de l'Union européenne, qui votent en faveur du texte. Et il faut que ces États représentent au moins 67% de la population. Vous allez me dire, c'est un petit peu tiré par les cheveux tout ça, mais dans le cas présent, cette règle-là, elle a une grande importance, vous allez le voir. Hop. Je vous ai listé ici les positions de des États membres, ceux qui sont contre, ceux qui se sont abstenus et ceux qui sont pour. Ça, ce sont c'est l'état des discussions en date du 7 février. Donc là où ils auraient dû voter le texte, mais finalement, comme ils étaient contre, ils ont dit on ne va pas voter tout de suite, alors on va attendre un petit peu pour pas que le texte soit rejeté et on va essayer de négocier pour arriver à approuver le texte. Bref. Donc, en date du 7 février, donc les pays contre Pologne, Hongrie, Roumanie, Autriche, Croatie, Slovénie et Slovaquie. L'État vraiment qui peut tout faire basculer, c'est la Pologne. On va le voir, je vais vous mettre les résultats des votes. Vous voyez que la France, on est ici, là, avec, en tout cas, le gouvernement est unanimement favorable à cette déréglementation, que ce soit côté ministère de l'Agriculture, mais aussi ministère de la Transition écologique. Et du coup, voilà un peu ce que cette règle-là, si on l'applique à la position des États membres, on voit que le résultat il a été rejeté, en fait, puisque même s'il y a 16 États membres, on disait qu'il fallait en minimum 15,
ces États membres représentaient seulement 57,8% de la population. Sauf qu'on voit qu'en fait, il faut 65% de la population. Donc en fait, la Pologne est un pays avec une population qui permettrait, en gros, si la Pologne, qui est vraiment le pays qui bloque aujourd'hui, notamment sur le sujet des brevets, c'est vraiment l'état clé que les autres pays essayent un peu de faire changer d'avis. Si la Pologne vacille et se met à voter pour, ben, du coup, c'est foutu, quoi. Après, il faut savoir qu'une abstention vaut en fait quasiment un vote contre. Voilà. On peut imaginer qu'un pays qui a voté contre change d'avis à ce point-là. Plus pour des gens qui se sont abstenus, le Bulgarie ou le Luxembourg. Là, après, ces votes-là, ils ont lieu d'abord au niveau des ministres sur les dossiers concernés, mais après, ça remonte petit à petit. Et typiquement, au moment de la négociation, il n'y a pas qu'un vote sur les OGM. Il y a beaucoup d'autres votes. Et du coup, c'est l'occasion de dire... La Pologne, vous attendez des fonds de la politique de cohésion qui vous servent à développer, je ne sais pas, telle ou telle infrastructure. Peut-être que ça pourrait être bien, pour débloquer ces fonds rapidement, d'aider sur d'autres sujets. Et du coup, là, c'est vraiment de la politique qu'on appelle politicienne, en fait, où il y a de la négociation, où il y a tous les sujets qui entrent en fourre-tout et où je te donne ça, tu me donnes ça. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Je vous ai remis une petite frise avec le calendrier. Le rappel, avec l'adoption du texte au Parlement européen, bien que les organisations, là on avait fait une manif à Strasbourg, donc devant le Parlement européen la veille, donc adoption du texte par le Parlement. Au Conseil des ministres, on attend de savoir là comment ça va se jouer, si la présidence belge du Conseil va arriver à retourner la Pologne ou pas. Et l'autre échéance à garder en tête, c'est les élections du 9 juin. Alors, pourquoi la Belgique s'est abstenue ? Très bonne question, très bonne question. La Belgique, en fait, au sein de cette institution-là, chaque pays a la présidence pendant 6 mois. Là, la Belgique, ils ont la présidence pendant les 6 premiers mois. Donc, pendant les 6 mois de sa présidence, la Belgique, elle s'abstient à l'ensemble des votes, puisqu'elle a la présidence. En général, la présidence s'abstient, elle ne vote pas pour ou elle ne vote pas contre. D'après les infos qu'on a, même si la Belgique n'avait pas la présidence, elle se serait quand même abstenue. Votre question, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent retourner les Polonais ? Parce que quand un pays a la présidence du Conseil, son objectif, c'est de montrer qu'elle a bien travaillé. On travaille bien quand on finit les dossiers. Donc, plus on a un accord rapidement, et plus on coche de dossiers qui sont finis et qui peuvent avancer. Il peut être fini justement pas abouti. Effectivement, ça peut être un moyen de... Mais je ne pense pas que ce soit comme ça que fonctionnent les... Ça, c'est ce que souhaitait l'Espagne avant que la Belgique... En effet, exactement, avant. Mais bon, là, l'Espagne, ils ne sont plus en jeu. Ils ont passé... Maintenant, l'Espagne est un pays comme un autre dans le champ. Non, mais surtout, je pense que là où il y a aussi un... Là, vous voyez, la Hongrie va prendre la présidence à la suite de la Belgique. La Hongrie, si on regarde, elle fait partie des pays qui ont voté contre. Donc, ça veut dire qu'en plus des élections européennes, on se prendrait... Le texte se prendrait 6 mois de présidence hongroise qui, là, à l'inverse, va tout faire pour freiner l'avancée du sujet et des trilogues. Donc, en gros, ça veut dire que ça repousserait potentiellement au 1er janvier 2025. Alors, ce qui nous va très bien, mais par contre, ce qui va moins bien au reste, à nos opposants, quoi. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je voulais juste relister un peu... Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation qui peut-être vous alarme, vous inquiète, vous révolte ? Juste pour vous rappeler que qu'est-ce qu'on fait, nous, la FNAB, au niveau national ? On participe à différentes instances et notamment au sein de l'ANSES, il y a un comité de dialogue avec la société civile et du coup, via cette instance, donc c'est Daniel Evin que je mentionnais dans l'introduction, qui est le référent sur les OGM, qui y siège et qui peut du coup porter la voix des bio dans les institutions. Ça peut paraître rien, mais en fait ça nous donne quand même une voix et ça permet quand même de se faire entendre face à ce bulldozer
qui est lâché. On fait aussi une veille réglementaire, donc ça c'est avec les membres du collectif Objectif Zéro OGM dont je vous ai parlé. Et on fait aussi du plaidoyer, du coup des actions de lobbying, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. On demande des rendez-vous avec les ministres, avec leur cabinet, on met en place des pétitions, on organise des manifs, enfin bref, tout ce genre de choses pour essayer de faire parler du sujet et pas que tous les débats se passent hyper vite comme c'est le cas en fait, et comme les autres, comme le camp d'en face le souhaite. Et du coup, j'ai réfléchi à quelques actions éventuellement que vous pouviez mettre en place au niveau d'Agrobio Périgord ou dans les différents départements, en tout cas au niveau local. Donc informer le public et vos adhérents comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est bien d'organiser ce genre de réunion. Et sinon, participer aux actions qui sont mises en place. Je pense notamment aux pétitions. J'imagine que vous êtes, comme tout le monde, appelé à en signer un certain nombre, mais du coup, là, peut-être que celle-ci pourra aussi retenir votre attention. Je ne sais pas, organiser des manifs, relayer les choses sur les réseaux sociaux, et puis vous informer. Et sinon, j'ai aussi listé d'autres choses. Bon, il faut savoir que les OGM, c'est une réglementation purement européenne. Du coup, si je peux vous inciter, je ne sais pas si c'est mon rôle, mais en tout cas, sachez que sur les OGM, c'est vraiment les parlementaires européens qui décident. Donc, si vous hésitez encore à aller voter aux européennes, sachez que peut-être que votre voix permettra d'avoir au Parlement européen des alliés pour avancer sur le sujet des OGM. Il y en a d'autres, mais en tout cas sur celui-ci. Je vous ai remis là le lien vers une pétition qui a été lancée par, du coup, c'était une pétition pan-européenne et pour la France, elle est hébergée entre autres par Polynice, qui est aussi une association qui fait partie du collectif. Donc je vous ai remis là, si vous souhaitez la signer, vous avez le lien. Vous pouvez, si vous souhaitez vous informer au fil de l'eau sur l'avancée de ces discussions, vous pouvez suivre les actualités via le journal d'InfoGM qui est qui est même très bien et qui est en gros le seul média d'information sur le sujet. Et enfin, je ne sais pas si on m'a dit et j'ai rencontré dans la salle des personnes qui viennent d'autres départements, peut-être pourquoi pas mener des actions en commun pour unir les luttes. Voilà. Et place à vos questions et au débat.